Déjà, avant de commencer, merci Mathilde pour l'invitation et puis merci à l'ensemble du groupe de recherche pour l'accueil toujours très chaleureux. La censure a changé de camp. En effet, la censure a longtemps été l'apanage des États. Mais elle semble dorénavant se trouver à la portée de tous. Que l'on pense à la pièce Les Suppliantes d'Eschyle, bloquée à la Sorbonne, accusée de blackface, à la fresque d'Hervé Di Rosa, accrochée sur les murs de l'Assemblée nationale française, accusée de racisme en raison de l'iconographie coloniale qu'elle véhicule, ou encore à la destruction de la photographie Peace Christ d'Andrés Serrano, ou encore controverses relatives au théâtre Kanata, et bien entendu Golgotha Picnic, qui nous rassemble aujourd'hui. Toutes ces affaires ont en commun de mettre en scène une forme de justice privée de la part de groupes plus ou moins organisés, que ce soit par la voie judiciaire, la voie classique, ou plus originale, par la voie de la contestation privée. Ces militants de l'interdiction s'interposent alors physiquement et lancent des campagnes sur les réseaux sociaux. Un nouveau militantisme semble avoir vu le jour, celui des procureurs d'opinion. Alors, malgré l'actualité, il ne faudrait pas croire qu'empêcher de s'exprimer soit une pratique récente. En effet, dès 1933, les faits qui allaient redonner lieu à un des arrêts du Conseil d'État les plus importants, c'est l'arrêt Benjamin du 16 mai 1933, mettait en scène M. Benjamin, un conférencier venu donner une conférence sur Courteline et Sacha Guitry à Nevers et qui s'est vu accueilli par un groupe d'opposants, des syndicalistes instituteurs qui voulaient empêcher M. Benjamin d'exposer la vision qu'il avait de ses auteurs. Mais hier comme aujourd'hui, le paradoxe saute aux yeux. Ces procureurs privés usent de leur propre liberté d'opinion, d'expression et de manifestation pour juger leurs accusés indignes de s'en prévaloir. Ils mettent ainsi en œuvre leur propre liberté d'expression en vue de museler celle des autres. C'est paradoxal. Alors, pourquoi une telle situation ? Faut-il y voir la manifestation d'une perte de confiance des justiciables dans les voies de droit offertes par les États ? Cela en raison du coût, de l'incertitude, de la lenteur ? Peut-être. Faut-il y voir un décalage entre les règles de droit et les règles de morale ? Plus certainement. En tout cas, ces formes de justice privée ont envahi l'espace public à divers degrés, des lanceurs d'alerte aux pratiques du name and shame. Les actes et les opinions de chacun sont disséqués, commentés, critiqués. L'autel de la place publique offre bien des avantages. Rapidité, efficacité, pas d'appel ni de contestation, pas de tir impartial, pas de procès équitable. Mais les risques sont bien connus. Plus que la justesse ou la sincérité des accusations lancées, c'est la confiscation du débat public et du débat judiciaire qui est en jeu. Alors, quoi de plus équitable qu'un tribunal où chacun peut s'exprimer librement, sans hashtag réducteur ni like vengeur ? Le débat public vaut mieux qu'un simple clic. Et les gens de robe le savent parfaitement, la vérité, ou plus modestement les opinions, naissent de la discussion. Le principe du contradictoire, clé de voûte du procès équitable, n'est pas une simple icône. Il implique la libre discussion des éléments de fait, l'échange de points de vue, le temps nécessaire à la réfutation, à l'enquête, à la contre-enquête. La justice aurait donc changé de camp, mais au profit de quel camp ? Question complexe. En effet, ces nouvelles formes de justice se jouent aussi des positions partisanes traditionnelles. Les nouveaux procureurs viennent de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême gauche, défendent l'écologie, invoquent le féminisme, se revendiquent du nationalisme, de l'universalisme, de l'antiracisme, s'opposent aux religions ou s'en prévalent. Bref, il faut reconnaître que l'œcuménisme de ces nouveaux procureurs plonge l'observateur dans la perplexité. Entre liberté et censure, à la fois vecteur des opinions et instrument des combats privés, la liberté d'expression offre un visage hétérogène. Alors, la liberté d'expression est-elle un Janus à deux visages ? C'est à cette question que je me propose de répondre aujourd'hui. Pour y répondre, il faut donc explorer ce paradoxe. D'un côté, des délits traditionnels se transforment pour faire davantage de place à la liberté d'expression. La mutation du délit de provocation, au cœur des arrêts Golgotha Picnic, en constitue un bon exemple. De l'autre, le législateur tente de lutter contre l'usage de la liberté d'expression dans un but de censure privée. En particulier, un nouveau délit
français punissant l'entrave à la liberté de création, visant à empêcher la perturbation de manifestations artistiques et culturelles, a été introduit dans la loi française en 2016. L'affaire Golgotha Picnic, je reste un peu sur mon sujet, offre ici un beau point de vue, car les représentations ont donné lieu, on s'en souvient, à des perturbations par des militants catholiques. Alors il n'y a pas eu de suite judiciaire, mais l'analyse mérite d'être menée sur ce terrain. Nous verrons donc dans un premier temps la mutation du délit de provocation, puis dans un second temps la création du délit d'entrave à la liberté de création artistique. D'abord, la mutation du délit de provocation. La liberté d'expression est largement consacrée en France, en Europe, par les textes de valeur constitutionnelle, par le droit de l'Union européenne, le droit du Conseil de l'Europe, et la liberté d'expression suit un mouvement général de libéralisation depuis plusieurs dizaines d'années. Il faut reconnaître que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a largement contribué à ce mouvement libéral. Tout le monde ne connaît peut-être pas cette juridiction bien ici, mais il faut avoir en tête que ces décisions ont conduit à remodeler des pans entiers du droit, au-delà du droit de la liberté d'expression, en matière familiale, en matière de droit pénal, comme la reconnaissance du droit au silence en particulier. Si on se concentre sur le droit de la liberté d'expression, la CEDH a conduit les législateurs nationaux et les juridictions, en particulier françaises, à repenser les modes de protection de la liberté d'expression, et cela de plusieurs manières, soit en censurant des délits de restriction à la liberté d'expression, comme le délit d'offense à chef d'État étranger, ou, et cela est plus fin, mais aussi plus intrusif, on verra pourquoi, en imposant aux juridictions nationales une méthode d'analyse des intérêts en cause. C'est la fameuse méthode qu'on a déjà évoquée aujourd'hui de la mise en balance des intérêts par le biais du principe de proportionnalité. Alors, de quoi s'agit-il ? Dès lors qu'un droit fondamental comme la liberté d'expression est restreint par une disposition législative, les juges doivent s'assurer que l'application du délit est proportionnée à la liberté d'expression des personnes accusées. Ce mécanisme soulève de légitimes interrogations. En particulier, certains y voient un outil antidémocratique. L'opération de mise en balance aurait déjà été réalisée par le législateur à l'issue d'un débat démocratique. Le choix de punir certains excès de la liberté d'expression ne relèverait donc pas du travail du juge, qui a pour seul office d'appliquer la loi. Pour d'autres, la mise en balance réalisée par le juge n'entrerait en réalité pas en concurrence avec l'activité du législateur. Il se réaliserait à un niveau distinct. Le législateur impose une analyse abstraite, tandis que le juge réalise une analyse concrète. Ces développements peuvent paraître assez éloignés de nos préoccupations, mais en fait, ce serait faire fausse route. Ils sont au contraire au centre de l'analyse juridique. En effet, la CEDH s'assure que les États ont appliqué le principe de proportionnalité, sans nécessairement entrer dans le détail de la mise en balance opérée. À défaut d'application de la mise en balance, eh bien, les États sont condamnés pour ne pas avoir appliqué la méthode de la Convention, indépendamment du fond. Dès lors, les États comme la France ont commencé à essayer d'anticiper ce que dirait la CEDH si elle devait faire la mise en balance pour éviter d'être sanctionnée. Cela, elle le fait depuis 2011 de manière systématique, la France. Et donc, ce contexte européen explique la mutation qu'ont subi certains délits d'expression, comme le délit de provocation dont on va parler. En effet, ce délit est prévu par l'article 24 alinéa 6 de la loi de 81, c'est la base de toute la procédure, qui prévoit une peine d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, mais même la sanction est pratiquement secondaire, puisque c'est le principe qui compte ici. Donc la sanction vise les personnes qui ont, je cite, provoqué la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison d'un certain nombre de critères que je vais rappeler: l'origine, l'appartenance, la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion, mais aussi un sexe, une orientation sexuelle, une identité de genre ou encore un handicap. Comme nous l'avons compris, l'application de ce texte, constituant une limite à la liberté d'expression, suppose la réalisation de cette mise en balance. Une remarque s'impose ici. On a beau lire les arrêts, pas de trace de la mise en balance. La Cour de cassation aurait-elle oublié, en 2017, la leçon européenne qu'elle a apprise depuis 2011 ? En réalité, pas du tout. Au cas présent, la Cour d'appel, pas plus la Cour de cassation, n'a pas réalisé ce contrôle, simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu le caractère illicite du message. C'est tout simplement ça. Si le message n'est pas illicite, pas la peine de le mettre en balance, puisqu'il n'y a pas de restriction à la liberté d'expression. Donc en réalité, la méthode européenne est suivie en l'occurrence. Pourtant, on peut soutenir que la définition retenue du délit de provocation n'aurait peut-être pas passé le test européen. Alors, qu'on en juge. Car en effet, avec cet arrêt Golgotha Picnic,
la Cour de cassation a changé la définition qu'elle a retenue de ce qu'est la provocation. Voyons ça en détail. L'ancienne définition de la provocation était la suivante. Provoquer était considéré comme le fait, je cite, d'induire une quelconque animosité ou un sentiment de rejet à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, induire une animosité ou un sentiment de rejet. On va prendre les éléments, un par un. D'abord, l'élément matériel. Induire. La loi parle pourtant de provoquer. Mais là, c'était induire qui était retenu. Alors, induire, est-ce provoquer? C'est assez discutable. La provocation implique une action positive, le fait de pousser quelqu'un à faire quelque chose. Mais après tout, pourquoi pas? Car l'induction, c'est une manière de provoquer, par la ruse, par l'incitation. Bon, pourquoi pas? Ensuite, l'induction, selon l'ancienne définition, devait entraîner l'animosité ou un sentiment de rejet. C'est ici, en fait, que l'interprétation était critiquable, vraiment. Parce que la provocation doit entraîner la commission d'un fait, provoquer à la discrimination, à la haine, à la violence, en raison de critères. Or ici, l'ancienne définition, c'est provoquer un sentiment de rejet. On voit que c'est quand même bien en dessous de la prévision légale. Alors, distiller les germes de la discrimination se distingue de la provocation elle-même. Pourquoi le droit français retenait une telle définition? Bien simplement parce que le racisme en tant que tel n'est pas puni par la loi française. Et en fait, à travers ce délit de provocation, était sanctionné en fait le racisme. En abaissant en fait le degré de l'élément matériel, ça permettait de faire entrer les opinions racistes dans le délit de provocation, contrairement à ce qui avait été pensé par le législateur. Avec cet arrêt, la Cour de cassation retient une nouvelle définition de la provocation. À présent, la provocation, c'est dorénavant exhorter autrui à la discrimination, à la violence. Exhorter autrui. On va reprendre les mots. Exhorter à remplacer l'induction. L'exhortation est un discours par lequel on pousse quelqu'un à entreprendre quelque chose. Et la Cour de cassation fait dorénavant prévaloir cette conception proactive de la provocation au détriment de l'induction. Et puis ensuite, exhorter à quoi? Eh bien, à discriminer, à la haine, à la violence, et non plus simplement au sentiment de rejet. Golgotha Picnic n'est pas le premier arrêt à retenir cette définition. Quelques mois plus tôt, par un arrêt du 7 juin 2017, il est quand même tout proche, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait retenu pareille définition au sujet de la couverture d'un hebdomadaire de droite qui avait fait sa une avec une Marianne voilée intitulée Le Grand Remplacement. Et les mots qui étaient incriminés étaient les suivants. L'invasion qu'on cache, immigration, comment la gauche veut changer le peuple. Alors pourtant, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation, selon l'ancienne définition, aurait sûrement sanctionné, puisque c'est vraiment attiser le sentiment de rejet. Or précisément, elle n'a pas sanctionné, donc favorable à la liberté d'expression, même en faveur de la droite, voire de l'extrême droite, car elle nous dit que même si leur formulation peut légitimement heurter les personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel à l'exhortation, à la discrimination, haine ou violence. C'est la première fois que la définition avait changé avec cet arrêt. Heurter la sensibilité des personnes est donc dorénavant distingué de la provocation. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant que les propos sont forcément licites. Il existe d'autres infractions, pas le racisme en tant que tel, mais on peut imaginer la diffamation ou l'injure envers un groupe de personnes. Ce sera un fondement différent en réalité. Peut-être plus difficile à obtenir que l'ancienne définition de la provocation. La Cour de cassation ici a donc en quelque sorte sauvé l'arrêt de la Cour d'appel en lui appliquant la nouvelle définition de la provocation. Alors pourquoi l'avoir sauvé? Tout simplement car ça évitait une cassation qui aurait abouti à un arrêt de renvoi, qui aurait abouti à la même décision, car dans tous les cas, qui dit provocation à l'exhortation, a fortiori, Golgotha n'exhorte pas. Donc finalement, la solution aurait été la même, donc inutile de casser pour le plaisir, si j'ai envie de dire, d'avoir une motivation conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais tout de même étonnant de voir que la Cour d'appel, quand elle a rendu l'arrêt, alors je crois qu'elle pouvait légitimement ignorer le changement de jurisprudence, donc en fait on ne peut pas lui en vouloir à la Cour d'appel, elle n'a pas résisté en fait. Car parfois les cours d'appel résistent et refusent de prendre en compte la jurisprudence, ce n'est pas le cas ici. Cette tendance jurisprudentielle a renforcé la liberté d'expression, on le voit ici à travers cet exemple, et rejointe par le législateur qui a introduit dans la loi la pénalisation d'un nouveau comportement consistant à exprimer son opposition contre une manifestation artistique. C'est ce que nous allons voir dans une seconde partie avec le délit d'entrave à la liberté de création. Par la loi du 7 juillet 2016, le législateur, je précise sa propre initiative, donc non pas influencée par le droit européen, comme souvent, a créé un nouveau délit d'entrave à la liberté de création artistique. Je vous le cite, le fait d'entraver d'une manière concertée ou à l'aide de menaces
concertée et à l'aide, 2 conditions cumulatives, donc ça restreint déjà. L'exercice de la liberté de création artistique ou la liberté de la diffusion de la création est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors, relevons que le délit d'entrave à la liberté d'expression était déjà pénalisé avant cette date, de même que l'entrave à la liberté du travail, la liberté d'association, de réunion, de manifester, mais là, l'introduction supplémentaire vise la création artistique. La création d'un nouveau délit pose 2 difficultés. D'abord, quant à la nature du délit. L'entrave constitue à la fois une manifestation de la liberté d'expression et une restriction de celle d'autrui. D'où la situation paradoxale, l'usage d'une liberté dans le but de limiter celle d'autrui. Ensuite, deuxième problématique, la frontière entre l'expression d'une opinion et l'entrave à la liberté d'autrui. Où se situe la frontière? On va voir ces 2 points. D'abord, le paradoxe et ensuite la frontière, les contours. D'abord, critiquer une manifestation artistique peut être considéré comme l'expression d'une opinion, de la liberté d'expression. Dire qu'un spectacle est raciste, par exemple, c'est user de sa liberté d'opinion et d'expression, après tout. Mais l'usage de cette liberté tourne à l'excès lorsqu'elle a pour effet de priver autrui de la liberté de s'exprimer. Certains nouveaux modes de militantisme conduisant les personnes à bloquer l'accès à des comédiens à une salle de spectacle, à s'introduire dans une enceinte culturelle pour endommager une œuvre ou crier son rejet d'une œuvre, s'inscrit tout à fait dans cette perspective. L'usage de la liberté d'expression se retourne donc contre leur auteur à travers la notion d'entrave. Ce paradoxe n'est pas propre à la liberté de création et récemment on peut aussi relever la création du délit d'entrave à l'IVG par une loi du 20 mars 2017 qui vise à réprimer la diffusion sur Internet d'informations trompeuses destinées à dissuader les femmes de recourir à l'IVG. Vous voyez, c'est un mécanisme un peu particulier qui est mis en œuvre. Ici, la diffusion d'informations, donc l'usage de la liberté d'expression, dégénère en abus, car elle a pour objet de priver autrui de l'exercice, plutôt d'inciter autrui à ne pas exercer une liberté, en l'occurrence la liberté de l'IVG. Alors, pour revenir au délit d'entrave à la liberté de création, la ratiologie de cette disposition est, je crois, la suivante. L'entrée en contact avec la plupart des expressions artistiques suppose une volonté d'entrer en contact, un acte positif. C'est le fameux contrat d'expression. Louer une pièce de théâtre, acheter un billet au musée, cliquer sur une vidéo. Autrement dit, le spectateur entre le plus souvent consciemment en contact avec l'œuvre à laquelle il est confronté. Or, entrer volontairement en contact avec une œuvre dans le but d'interdire ou de priver autrui le droit d'en prendre connaissance, on voit là réside le comportement qui est prohibé. Donc, quelles sont les entraves précisément? Quel est ce comportement prohibé? Alors, le texte ne porte que sur les expressions artistiques. Alors, ça peut se dire sur ce point, la définition de ce qui est de l'art est déjà évidemment difficile. Faut-il retenir le spectacle de Dieudonné comme une expression artistique? On voit ici, on retombe sur cette problématique dans laquelle on s'est souvent empêtré de la définition de l'art. Je ne rentre pas dedans. Mais surtout, qu'est-ce qu'une entrave? Qu'est-ce que le fait d'entraver? À partir de quel moment exprimer son opposition devient de l'entrave ou uniquement l'expression de la liberté? Alors, la Cour de cassation a retenu dans une affaire qui nous intéresse beaucoup aussi, au sujet de la perturbation d'une pièce de théâtre, c'est sur le concept du visage du Fils de Dieu dont tu as parlé tout à l'heure, que la manifestation, alors c'est bien, c'est que là c'est une pièce où des militants ont perturbé, mais ils l'ont fait de plusieurs manières, et justement certains ont été condamnés, pas d'autres, donc ça donne de très bons exemples. Alors certains sont contentés d'exprimer leur mécontentement, donc concrètement, pendant la pièce, se sont levés, ont dit c'est un scandale, et ils sont sortis de la pièce. Eux n'ont pas été condamnés, parce que la Cour de cassation considère que le fait d'exprimer son opposition, elle dit même bruyamment, eh bien, n'est pas de l'entrave. Au contraire, dans la même orientation, certains militants d'extrême droite sont montés sur scène, ou même ont tenté de monter sur scène, forçant les vigiles à intervenir, les ceinturer et les évacuer manu militari. C'était la police même, la police. Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation retient le délit d'entrave, car la volonté était bien de perturber, de faire prendre fin, en fait, en un mot, de censurer. La censure a donc changé de camp, elle s'est réduite dans les mains du procureur de la République avec la réduction des délits de liberté d'expression, et elle paraît s'être accrue entre les mains des procureurs privés. Maintenant, il reste à savoir si ce nouveau délit d'entrave sera de nature à l'endiguer. Je vous remercie. Merci.